Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler d'hétérogénéité dans le CHC et puis en voyant à travers de nouvelles techniques OI qui sont maintenant disponibles. Donc, quand on parle du CHC, effectivement, il faut savoir que c'est une tumeur qui est très hétérogène. Sur le plan morphologique, je vous montrerai tout à l'heure, on a tout un tas de sous-types de CHC décrits qui impliquent aussi une hétérogénéité cellulaire. Et puis, il y a une importante hétérogénéité moléculaire, que ce soit au niveau génomique, transcriptomique, protéomique. Et tout ça, finalement, est quand même très intriqué, puisqu'on sait qu'il y a des groupes moléculaires qui sont impliqués avec des groupes morphologiques. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu des datas pas mal qui viennent de l'équipe avec des nouvelles technologies omiques qui sont disponibles. Donc, on va parler un peu de single cell, un peu de spatial et on finira un peu avec l'intelligence artificielle appliquée à l'image, donc ce qu'on appelle l'imagomique. Alors, déjà, pour commencer, le CHC, c'est quoi en histo? Ça va être une tumeur, une prolifération hépatocellulaire avec plein d'artères isolées. C'est ce qui fait son aspect en imagerie avec le washout à la phase artérielle. Et puis, on va avoir aussi la caractéristique qu'il n'y a pas d'espace porte, donc ça explique le washout à la phase portale. Donc ça, c'est l'aspect du CHC typique, donc on appelle NOS, qu'on retrouve dans environ 60% des CHC. Et vous voyez qu'il y a quand même 40% des CHC qui vont être un peu différents. Et donc, il y a des sous-types morphologiques qui sont décrits par l'OMS, il y en a 8. Et ces sous-types, ils vont être plus ou moins fréquents, mais il y en a certains, vous voyez quand même, qui sont assez fréquents, notamment le stéatohépatitique, qui représente jusque 20% des séries, alors c'est souvent des séries chirurgicales. Ce sous-type stéatohépatitique, il est très lié au syndrome métabolique et à l'alcool. Donc, il augmente en fréquence avec l'augmentation du syndrome métabolique un peu partout. Ce sous-type stéatohépatitique, il est intéressant parce que on retrouve les aspects de stéatohépatite, mais dans le foie tumoral. Et donc, on va avoir un micro-environnement un petit peu particulier. On va avoir de la fibrose, de l'inflammation. Donc, chose qu'on n'a pas trop dans un CHC classique. Ensuite, dans les autres sous-types assez fréquents, on a le macrotrabéculaire massif, qui est caractérisé par des grosses travées de cellules tumorales et qui va avoir une vascularisation qui va être un peu particulière, une vascularisation très riche et avec parfois un aspect associé qui est le sous-type VETC, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis, il y a d'autres sous-types, mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'à chaque fois, on a un micro-environnement un petit peu particulier autour de ces cellules tumorales. Par exemple, le sous-type squireux, il est caractérisé par le fait qu'il y a beaucoup de fibrose, beaucoup de fibroblastes dans son micro-environnement. Donc, quand on parle du micro-environnement du CHC, donc comme je l'ai dit, ça va être un micro-environnement qui va être très riche en cellules endothéliales. Et puis par contre, au niveau des cellules immunitaires, ça va être très variable en fonction des CHC. De manière globale, on a souvent pas mal de macrophages. Et puis au niveau des lymphocytes, ça va être très différent en fonction des CHC. On a des sous-types, par exemple le lymphocyte rich, qui va être très riche en lymphocytes TCD8. C'est pour ça qu'il est plutôt de meilleur pronostic. Donc, ça va varier énormément. Par contre, vous voyez que, effectivement, on a une richesse en cellules endothéliales qui est importante dans tous les CHC. Et donc, nous, dans l'équipe, on s'est pas mal intéressé aux cellules endothéliales, donc dans le CHC, et on s'est notamment intéressé à la transition endothéliо-mésenchymateuse dans la carcinogénèse hépatique. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait des données qui montraient que il y avait des cellules endothéliales qui passaient à un phénotype fibroblastique dans différentes maladies, la fibrose pulmonaire par exemple, et puis également dans la NASH, d'ailleurs au niveau du foie, et également dans certains cancers, et notamment par exemple cancer du poumon et du côlon. Donc on s'est dit, finalement, on sait que dans le foie non tumoral, ça a l'air d'exister dans le contexte de la NASH. Et donc, qu'est-ce que ça donne dans un contexte tumoral? Donc, pour cela, en fait, on a développé une
une méthode d'isolation des cellules endothéliales. Donc, en fait, on part des échantillons chirurgicaux qu'on reçoit au labo d'Anapat. On va dissocier les échantillons, donc une dissociation mécanique et enzymatique. Et en fait, avec des billes couplées à un anticorps, on a pris l'anticorps CD146, qui est un anticorps large qui normalement marque à peu près toutes les cellules endothéliales. Eh bien, on a récupéré, grâce à un aimant, ces cellules endothéliales. Et après, on a fait quoi? On a fait du single cell transcriptomique pour vraiment s'intéresser plus particulièrement aux cellules endothéliales et pour enrichir en cellules endothéliales. C'est pour ça qu'on a pré-isolé nos échantillons, parce que sinon on aurait eu beaucoup moins de cellules endothéliales, on aurait été un peu parasité par plein d'autres cellules. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde nos résultats, eh bien, en fait, on voit qu'il y a une importante hétérogénéité. Juste un petit truc que je n'ai pas dit, on a passé à la fois des CHC et puis des poids non tumoraux, et parfois ils étaient couplés puisqu'on avait les deux. Et dans un contexte, alors on est resté dans un contexte de MASLD. Et donc, quand on regarde nos échantillons, donc là, c'est poulet, foie non tumoral et tumeur. En fait, on se rend compte qu'il y a l'air d'avoir un gradient. Alors, ici, le gros cluster bleu, en fait, c'est les LSEC, donc c'est les cellules les cellules endothéliales qui bornent les sinusoïdes dans le foie non tumoral. Ensuite, ici, le cluster vert, c'est un cluster qui est associé aux cellules capillarisées qu'on retrouve au niveau des artères, mais qu'on retrouve aussi au niveau des cellules sinusoïdales des tumeurs. Et puis après, vous voyez qu'on a ici un cluster qui se dégage tout seul, qui est en fait un cluster associé à effectivement des cellules endothéliales qui expriment des marqueurs mésenchymateux. Et entre ces deux clusters, entre le cluster capillaire et mésenchymateux, eh bien, on a appelé ça un cluster un peu transitionnel qui partage des expressions de gènes un peu similaires. Donc, vous voyez qu'on a une hétérogénéité qui est très importante au niveau des cellules endothéliales. Donc là, pour l'instant, on en est à identifier ces différentes cellules. Là, on va travailler un peu sur le côté un peu plus fonctionnel pour comprendre un peu plus cette transition endothélo-mésenchymateuse et puis ensuite pour l'imager sur nos tumeurs, notamment avec de l'immunohistochimie multiplexe. Alors, les cellules endothéliales, c'est également intéressant parce que parfois, elles vont se disposer de façon un petit peu particulière. Je vous en ai touché un mot tout à l'heure. C'est le phénotype VETC. Alors, phénotype VETC, c'est Cluster of Tumor Cells Surrounded by Endothelial Cells. Donc, en fait, vous avez les cellules endothéliales qui vont entourer des petits clusters de cellules tumorales. Donc ça, on le voit, ça peut être assez fréquent. Quand c'est un phénotype majoritaire, c'est-à-dire exprimé sur plus de la moitié de la tumeur, ça représente environ 20% des cas. Ce phénotype, il est intéressant parce qu'en fait, il est associé à certains patterns morphologiques, donc notamment le macrotrabéculaire massif dont je vous ai parlé tout à l'heure, les tumeurs aussi bêta-caténine mutées. Et ce qui est intéressant, c'est que ce phénotype, il est également associé à la récidive et à la survie globale. Donc ça, c'était l'étude Princeps réalisée par l'équipe Di Tommaso. Et donc, ça, c'était sur des pièces opératoires. Donc, nous, on a voulu continuer un peu à s'intéresser à ce phénotype particulier de VETC. Et donc, on s'est mis dans un autre contexte. On s'est mis dans le contexte des CHC avancés. On a voulu comprendre si ces VETC avaient un impact sur la réponse, donc ici à la tezobéva, dans le contexte de CHC avancé. Pour cela, on a pris des biopsies préopératoires. Donc là, on a la chance à Beaujon d'avoir beaucoup de biopsies préopératoires puisque c'est systématique, pas le cas partout. Et puis, on a validé sur une cohorte composée d'une centaine de patients traités par la tezobéva, pas mal qui venaient d'Avicenne, et puis 63 patients traités par un autre traitement, donc ici le durvaltrémé, pour voir l'impact de ces VETC. Et en fait, eh bien,
ce qu'on voit dans notre cohorte Discovery, c'est que vous voyez que quand on a des VETC, et quand on est sous atezolizumab, on a une meilleure survie globale et meilleur PFS également. Et quand on se met dans la cohorte de validation où il y a des patients qui sont traités par durvalumab et des patients qui sont traités par atezolizumab, vous voyez que quand on est dans le contexte de VETC où sur la majorité de la biopsie, il y a des VETC, et bien là encore, on a une meilleure réponse quand on est dans le groupe atezolizumab comparé au durvalumab. Donc ça, on est en train d'essayer de le publier dans JEPatol. Donc bien sûr, on va continuer à travailler sur ces VETC, parce qu'il y a tout un travail de comprendre pourquoi il y a la formation de ce phénotype particulier. Il y a encore beaucoup de travail, mais comment on peut avancer dans l'exploration de ça? Ça peut être par la cytométrie de flux à haut débit. Donc ça, c'est une technique qui a été mise au point par Étienne dans le labo, qui est ici. Et donc, l'idée de cette technique, c'est assez intéressant parce que vous allez avoir tout un tas de puits où vous allez mettre des cellules. Vous avez des marqueurs backbone, donc vous en avez 15 dans chacun des puits. Puis après, dans chaque puits, vous allez pouvoir explorer un nouvel anticorps. Donc, on peut aller jusqu'à 300 marqueurs explorateurs. Et après, par des techniques de bioinformatique, on va pouvoir déduire l'expression de chaque cellule pour les différents marqueurs. Alors, c'est très intéressant parce que là, c'est vraiment basé sur de l'expression protéique. Donc, au contraire du single cell transcriptomique où c'est de l'expression de gènes et c'est toujours un petit peu difficile d'interprétation. Là, on est un peu plus sûr de ce qu'on regarde. Et là, Étienne m'a gentiment prêté ces datas. Là, c'est n égale 1, donc c'est vraiment très exploratoire. Mais vous voyez que joliment, quand on prend le foie non tumoral et le CHC, issus du même patient, donc pareil, on est parti des pièces opératoires, on a pris un morceau de foie sur ces pièces opératoires et on a dissocié ces cellules. En fait, on peut joliment explorer le micro-environnement, donc notamment le micro-environnement immunitaire, et puis aussi d'autres cellules. Alors pour l'instant, les fibroblastes, ça ne marche pas trop, mais les cellules endothéliales, on peut bien les explorer par cette méthode. Donc là, vous voyez que clairement, on a les cellules endothéliales du CHC et du foie non tumoral qui se séparent bien. Et puis après, on peut regarder de façon un peu plus précise. Et là, il se trouve que le cas qu'il a passé, on a eu un peu de chance, c'était justement un cas de VETC. Et donc, on peut comparer le phénotype observé dans le foie non tumoral et le phénotype dans le foie tumoral et comparer les différents marqueurs. Alors pour l'instant, évidemment, c'est très préliminaire puisqu'on n'a qu'un cas, mais c'est une façon d'explorer ces cellules endothéliales. Et puis, avec l'avantage de pouvoir voir tout le micro-environnement immunitaire associé. Alors, si on résume un peu ces données de single cell, c'est intéressant, mais on veut quand même aller vers le spatial, puisque nous, c'est quand même ce qui nous intéresse, c'est voir comment ça s'organise dans le tissu. Donc le spatial, c'est intéressant, puisqu'il y a l'architecture tissulaire, on peut voir les interactions entre les cellules tumorales et le micro-environnement. Donc il y a différentes technologies. Alors c'est vraiment non exhaustif. On parle souvent de spatial transcriptomique, d'immunohistochimie multiplex. Nous, on vous parle pas mal de MALDI Imaging parce qu'on a une plateforme qui est gérée ici, donc on s'y intéresse pas mal. Donc, c'est des techniques que je vais évoquer. Alors, l'immunohistochimie multiplex, j'ai pas beaucoup de données à vous montrer parce qu'on n'avait pas encore la machine. Et là, elle vient d'arriver la semaine dernière. Donc, on va pouvoir bientôt générer des belles données d'IHC multiplex. Alors, pour ce qui est des spatiales transcriptomiques, on n'en a pas fait beaucoup dans le labo. Donc, je montre un exemple. J'aime bien cet exemple parce que je trouve que ça montre l'intérêt d'avoir ces données spatiales. Donc, l'importance de la spatialisation des cellules du micro-environnement par rapport aux cellules tumorales. Donc, ici, ils sont intéressés à des patients qui ont été traités par immunothérapie et ils ont comparé ceux qui répondaient, ceux qui ne répondaient pas. Et en fait, ils se sont rendus compte que, en faisant notamment par ces données de spatiales transcriptomiques, qu'il y avait comme une formation de barrière tout autour de la tumeur, qui est bien illustrée ici, de macrophages
et de fibroblastes qui se mettaient tout autour de la tumeur et qui finalement empêchaient les lymphocytes de pénétrer, les lymphocytes T, CD8 pour l'effet antitumoral, de pénétrer à l'intérieur de la tumeur. Et donc, vous voyez que là, ça souligne l'intérêt de ces données de spatial. Alors maintenant, j'en viens à l'imagerie MALDI. Donc, comme je vous disais, la plateforme, elle est située ici, elle est gérée par Hélène Casier. Et donc, l'imagerie MALDI, donc c'est l'imagerie par spectrométrie de masse. Donc en fait, ça revient un peu à ce que expliquait Pierre-Emmanuel dans ses véhicules, sauf que là, on va spatialiser. Donc, on va on va mettre notre échantillon sur une lame de verre particulière. On va entourer l'échantillon d'une matrice. Et ensuite, il va y avoir un laser qui va se déplacer le long le long de l'échantillon et qui va ioniser le prélèvement. Ces ions, ils vont voyager dans un tube et aller jusqu'à un détecteur. Et leur temps de vol, ça va permettre de déterminer leur masse. Cela va générer des spectres, donc des spectres de masse. Et en fait, on va avoir ces spectres sur les différentes positions. Le laser a frappé le prélèvement. Donc ça génère énormément de spectres. C'est pas facile au niveau bioinformatique à traiter, mais ça génère aussi des très belles images. Et donc là, on s'éloigne un peu que de la thématique CHC. Là, on est dans les tumeurs primitives hépatiques, où on va avoir, donc on a passé des CHC, des cholangiocarcinome, et puis des tumeurs mixtes, puisque c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, où il y a un mélange de contingents de CHC et de cholangiocarcinome intriqués dans les mêmes tumeurs. Et quand on regarde le MALDI, donc c'est une méthode vraiment sans a priori, on ne dit pas où est la tumeur, où est le non tumoral. Et en fait, de façon spontanée, grâce à ces spectres, on va pouvoir retrouver très facilement les zones tumorales des zones non tumorales. Et puis, on va aller un peu plus loin. On va voir qu'il y a une hétérogénéité dans ces zones tumorales qui va être plus importante que ce que l'on voit, nous, à notre échelle morphologique en HES. Par ailleurs, c'est assez intéressant quand on compare les CHC, les cholangiocarcinomes et les tumeurs mixtes, quand on compare les zones tumorales et qu'on fait des PCA, on voit que le cholangiocarcinome et le CHC se mettent complètement à part. Bon, ça, jusque-là, on s'attendait un peu à ce résultat. Ce qui est intéressant, c'est que dans les tumeurs mixtes, le contingent de CHC et le contingent de cholangiocarcinome se séparent bien également, donc ça, plutôt logique également. Et ce qui est intéressant comme donnée, c'est que vous voyez que le CHC, donc vraiment pur, il ne se situe pas au même endroit que le contingent de CHC dans une tumeur mixte. Donc, ce qui semble souligner que probablement, on n'est pas vraiment en face du même CHC. Par contre, c'est un peu moins vrai pour le cholangiocarcinome. Donc, vous voyez que cette technique, elle nous permet vraiment d'apprécier l'hétérogénéité des tumeurs. Alors, la limite de ces différentes techniques que je vous ai exposées, c'est que la plupart, elles sont quand même très coûteuses. Donc, on est souvent limité à peu d'échantillons, ce qui limite l'exploration de cette hétérogénéité. Mis à part la technique d'Étienne, qui est quand même moins coûteuse, mais par contre, qui demande beaucoup d'échantillons. Donc, on est quand même, à l'heure actuelle, on est limité à l'analyse de pièces opératoires. Et puis, globalement, toutes ces techniques, elles génèrent énormément de data et elles sont quand même très complexes à analyser du côté bioinformatique. Alors, ce qui m'amène à vous parler un peu d'intelligence artificielle dans le CHC. Finalement, l'intelligence artificielle, et puis dans l'image, donc ce que j'appelle l'imagomique, c'est intéressant parce qu'effectivement, on peut capter l'hétérogénéité des cellules, un relativement faible coût. Et puis, on peut intégrer des données multimodales. Donc, on peut associer l'histologie. On essaye d'associer maintenant à la radiologie. Donc, ça fait partie de nos développements récents. On peut associer aux données moléculaires, aux données cliniques. Et donc, tout ça pour répondre à des questions, notamment dans le CHC, sur la réponse au traitement, sur le pronostic, etc. Donc ça, c'est un exemple que je vous donne. Ça, c'est un travail d'Astrid qui est tout en haut, caché dans un coin, qui
qui a travaillé sur des pièces opératoires de CHC, donc avec une cohorte Discovery de Paul Brousse, et puis après, elle a validé sur une cohorte d'Henri Moudor et une cohorte de Beaujon. Donc, elle s'est intéressée à essayer de prédire la récidive à 2 ans de ces CHC opérés. Donc, ils ont appliqué une méthode un peu avec plusieurs strates. Donc, ils ont associé dans un même modèle des données architecturales, donc des architectures péjoratives comme le macro-trabéculaire massif que je vous ai exposé précédemment, donc détectées automatiquement, des features de noyaux, donc en fonction de la grosseur, par exemple, des noyaux, de la forme, etc. Des caractéristiques d'un filtre inflammatoire, tout ça agrégé avec des données clinico-biologiques comme l'alpha-fétoprotéine, la taille des tumeurs, le nombre de tumeurs, pour à la fin avoir un modèle de prédiction de récidive. Ce qui est intéressant, c'est que ils ont obtenu vraiment des super résultats avec vous voyez sur les différentes métriques, des métriques quasiment excellentes pour la prédiction de la récidive à 2 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on prend qu'une lame histologique de la tumeur, finalement, ça ne marche pas très bien. Il faut vraiment prendre le maximum de lames possible, enfin au moins 3, c'est au moins 3, hein. Ah, ouais. Au moins 5 lames, et quand vous avez, enfin, quand la tumeur est assez grande, eh bien, là, vous maintenez, c'est là où vous obtenez les plus grandes performances. C'est ce qui suggère qu'on a besoin de capter l'hétérogénéité des tumeurs pour capter le pronostic de ces tumeurs, qui est assez logique. Et enfin, exemple que vous connaissez bien, c'est une étude de Julien Calderaro à laquelle on a participé, qui s'intéressait cette fois-ci à la prédiction de la réponse au traitement, donc ici à la Tezobeva. Donc, il ne pouvait pas faire directement la prédiction de la réponse à la Tezobeva parce que lui, il n'avait pas assez de biopsies pré-traitement. C'est quand même des choses qui sont difficiles, des cohortes difficiles à constituer. Et donc, il l'a fait un peu autrement. Il a essayé de prédire une signature transcriptomique associée à la réponse à la Tezobeva. Donc, il a commencé sur des pièces opératoires pour finir, pour valider cette signature sur des biopsies. Et donc, du coup, il peut prédire, dans cette étude, il a pu prédire une signature transcriptomique à partir donc, des données histologiques. Et vous voyez que ça marche plutôt bien, puisque là, on est sur la PFS, et donc on arrive à bien stratifier les patients en fonction de la prédiction du modèle. Donc, voilà les développements en IA qui sont faits actuellement. Donc, comme je le disais, on essaye d'aller plus loin et vraiment aller sur de la multimodalité. Et donc là, vraiment, ce qu'on essaye de faire, c'est faire de la multimodalité en prenant à la fois les biopsies et les examens d'imagerie en radio, donc scanner ou IRM. Donc, tout ça pourquoi ? Pour mieux stratifier les patients, donc mieux stratifier au niveau du pronostic, essayer d'identifier des nouveaux biomarqueurs pour la réponse thérapeutique, pour aller, de la même manière comme ça a été évoqué avant, vers la médecine personnalisée. Donc, pour conclure, j'espère que vous avoir convaincu que le CHC, c'était une tumeur qui était très hétérogène à différents niveaux, que les nouvelles approches, elles sont très intéressantes pour capter cette hétérogénéité et que ça ouvre évidemment à la médecine de précision. Par contre, la perspective, c'est comment implémenter ces technologies en clinique, des technologies qui sont difficiles, coûteuses. Donc, à voir, peut-être l'IHC multiplex, ça sera peut-être plus facile pour nous de l'implémenter que d'autres techniques. Voilà, à voir dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valérie. Et puis j'ai oublié de mettre ma diapo quand même pour remercier toutes les personnes de l'équipe qui m'ont prêté gentiment leur data.